Défense, ravi de vous retrouver sur i24 News. Pour commencer, l'actualité sécuritaire dans le Sud. Bonsoir, Chani Guidalia. Bonsoir. Amir Noy, je viens à vous dans un instant, colonel de réserve de l'armée israélienne. Alors, Chani, le djihad islamique, sans surprise, qui continue de mentir. Oui, le porte-parole de la branche militaire du djihad islamique a déclaré que le dossier des otages était clos puisqu'il aurait remis tous les otages qui étaient en sa possession. Une affirmation qui a été évidemment rejetée par Israël pour la simple raison que les organisations terroristes dans la bande de Gaza peuvent se coordonner entre elles et peuvent donc localiser Ran Gvili. Et Israël a donc indiqué au médiateur que le djihad islamique ment et qu'il sait comment contacter les terroristes qui connaissent sa localisation. Israël a aussi rappelé qu'il ne passera pas à la deuxième phase tant que la dépouille de Ran Gvili n'aura pas été restituée. En revanche, sur le terrain, la situation est légèrement différente puisque le Premier ministre et le ministre de la Défense ont approuvé la réouverture du point de passage de Rafah. Dans le même temps, il y a les Américains qui pensent que des résultats seront visibles dans les prochains jours et que la dernière dépouille pourrait être restituée d'ici 24 à 48 heures. Et Israël pense avoir aussi une piste concernant la localisation de Ran Gvili est là aussi transmise au médiateur. Oui, l'information a été concrètement transmise au médiateur, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis le Hamas, dans le même temps, continue de recruter, pas seulement que des jeunes, mais des enfants aussi. Oui, rien que pendant la guerre, le Hamas a déjà recruté 30 000 enfants dans ses rangs. Enrôler des enfants, évidemment, ça a plusieurs avantages pour le Hamas. Déjà, ça augmente les effectifs de l'organisation terroriste, ça limite la capacité d'action et de riposte d'Israël, et ça crée aussi un prétexte pour accuser immédiatement Israël de cibler et de tuer des enfants si ces enfants-là sont tués. Donc même si Israël tente de faire constamment la distinction entre les civils et les terroristes, ça devient de plus en plus compliqué d'opérer. Sans compter aussi que le Hamas a repris le contrôle de certaines zones dans la bande de Gaza, rétablit une présence armée, que ce soit dans les carrefours, dans les marchés, continue d'augmenter les taxes, de menacer les civils. Certains de ces bureaux ont aussi rouvert, selon certains habitants de la bande de Gaza. Et au-delà de cette présence qui est renforcée, il y a un militant palestinien qui est opposant au Hamas, qui s'appelle Ahmed Fouad Al-Khatib, qui a publié une vidéo qui montre que le Hamas a délibérément caché de la nourriture pour les bébés et du lait infantile, donc des tonnes de lait dans des entrepôts secrets. Évidemment, le but, c'est de pouvoir toujours accuser Israël d'affamer les enfants dans la bande de Gaza. Merci, Chani Guidalia. Première question, justement, Amir Noy. Comment peut faire Israël ? Israël sait que le Hamas recrute des jeunes enfants de 8, 10 ans, 12 ans, 15 ans, mais le moment venu va devoir passer à l'action. Comment on fait dans ce cas-là ? Écoutez, Tsahal est déployé aujourd'hui sur la ligne jaune, prêt à toutes les éventualités et les ordres donnés par le gouvernement. Entre autres, ça peut être un retrait pour revenir à la frontière internationale, et ça peut être aussi autre chose, que le Hamas enrôle des enfants, qu'il essaie de gagner du temps et essaie de voir comment garder le pouvoir, ça nous le savons. Mais malheureusement, pour lui en tout cas, ça n'arrivera pas. J'ai une scène qui me revient en tête dans le film, je suppose que vous l'avez vu, The American Sniper, où il est posté sur un toit et il voit un enfant qui prend un missile anti-char sur ses épaules. Et il y a cette question, est-ce qu'un enfant qui a un missile anti-char, est-ce que c'est un terroriste ? C'est pas un terroriste ? C'est une vraie question qui risque de se poser justement sur ce dont parlait Chani à l'instant. Absolument. Cette question, nous la connaissons. Le Hamas utilise des jeunes de 13, 14, 15 ans. Il les enrôle, il les arme et il fait que les commandants d'Israël se retrouvent devant ce dilemme. Comment réagir ? Mais chacun, à cet âge-là, qui a un missile anti-tank ou un missile RPG ou tout autre armement, a pris la décision, à savoir qu'il s'est joint au Hamas, et ceux qui mettent en danger nos forces, eh bien, ils savent qu'ils risquent leur vie, et à plusieurs reprises déjà, quand nous avons tiré, nous avons découvert des jeunes de 14-15 ans qui ont été touchés.
C'est terrible, ça déchire le cœur, mais c'est la décision du Hamas, la décision de ces adolescents qui devront en prendre les conséquences. Non, vous voyez souffler parce que je suis moi-même un père d'un enfant et d'un adolescent de 15 ans. Ça me dépasse, ça dépasse tout entendement. C'est absolument inconcevable que le Hamas exploite des enfants dans les attaques de Tsahal et les utilise aussi comme bouclier humain pour se protéger et place ses QG et ses cachettes dans les écoles ou en dessous de mosquées ou même d'autres lieux ou des hôpitaux, les dispensaires. Et on a vu ça pendant toute la guerre. Pendant toute la guerre, on a trouvé des QG du Hamas qui sont sous des zones que nous considérons comme humanitaires pour les gens qui doivent se faire soigner ou les enfants apprennent. Et c'est vraiment une exploitation cynique de la population. La vie humaine des Gazaouis n'importe pas au Hamas. La vie des Gazaouis et la mort aussi des otages. À quoi joue le djihad islamique? Est-ce que véritablement les informations ont été données? Les médiateurs savent où est le corps du sergent-chef Gvili. Le djihad islamique ne veut pas, le Hamas visiblement non plus. On va où? Écoutez, selon les informations que j'ai, le djihad islamique prétend qu'il y a déjà un mois qu'il a transféré le dernier otage mort au Hamas. Le Hamas gagne du temps, il joue la montre. Il pense que s'ils font traîner, les choses changeront peut-être. Peut-être que quelqu'un acceptera de venir des forces internationales. Comme vous le voyez, ça ne se passe pas, puisqu'il y a beaucoup de forces qui avaient l'intention de s'installer, de l'Indonésie, du Qatar, etc. Mais ils ne vont pas venir, parce qu'aucun d'entre eux ne veut s'occuper du désarmement de Gaza et du désarmement du Hamas. Les seuls qui pourront le faire, ce sera l'armée israélienne. Reste avec nous, Amir Noy. En Syrie, aussi curieux que ça puisse paraître, bien évidemment, je suis cynique, des soldats syriens ont chanté à la gloire de Gaza et à la libération de Gaza. Regardez ce sujet par Mathieu Vénig, on en parle juste après. Que ce soit dans le sud de la Syrie où les hommes d'Al-Shara menacent directement les soldats israéliens, ou lors du défilé de l'armée syrienne pour le premier anniversaire de la chute de Bachar al-Assad, les militaires syriens, souvent des anciens djihadistes, reprennent des chants antisémites promettant de répéter le massacre commis lâchement par le prophète Al-Kebar au 7e siècle contre une tribu juive installée dans la péninsule arabique. Cet appel au meurtre est régulièrement repris par le Hamas à Gaza. Hier, un média palestinien proche du Hamas a publié un montage vidéo où les mêmes appels antisémites sont repris par l'organisation terroriste et par la nouvelle armée syrienne sous les ordres d'Al-Shara. Les militaires syriens ont repris un autre chant durant le défilé officiel. Celui-là est à la gloire de Gaza et promet des rivières de sang à l'ennemi. Ces vidéos ont été postées hier soir par le ministre de la Diaspora, Mihai Shikli, qui conclut que la guerre avec la Syrie était inévitable. Pourtant, les efforts diplomatiques entre Israël et la Syrie se poursuivent. L'ambassadeur américain aux Nations Unies et son homologue israélien ont récemment évalué la situation sur le front nord et ont traversé la frontière avec la Syrie. Mike Waltz et Danny Danon n'étaient pas loin de Konetra quand un incident sécuritaire s'est produit à quelques centaines de mètres du convoi des ambassadeurs. Des pick-up avec à leur bord des hommes en armes sont passés non loin des soldats israéliens qui ont tiré des coups de semonce pour disperser la foule qui s'amonçait alors que l'armée israélienne procédait à un contrôle d'identité. L'ambassadeur Waltz a rencontré hier le Premier ministre Netanyahou qui aurait manifesté son incompréhension vis-à-vis de la promotion par Washington des intérêts turcs. Ankara est un fervent soutien et allié du régime en place à Damas. Le Premier ministre a également nié les informations selon lesquelles il aurait refusé de signer un accord avec la Syrie en marge de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier. Le bureau du Premier ministre les a qualifiés de fake news et a précisé qu'il y avait eu des réunions sous l'égide des États-Unis, mais que les discussions n'avaient jamais débouché sur un accord ou une entente avec la Syrie. Je rappelle à nos téléspectateurs que votre dernière fonction à Amir, c'était chef de la coopération stratégique entre Israël et les États-Unis. On va vers un accord global sécuritaire Liban, Syrie, Israël, ou vous n'y croyez pas? Non, je ne pense pas. D'abord, j'ai été le coordinateur des opérations
Et donc, en ce qui concerne le Liban et la Syrie ne sont pas des États comme Israël. Il n'y a pas de gouvernement. Il y a un gouvernement au Liban qui ne réussit pas à faire grand-chose parce que le Liban est composé de plusieurs ethnies. C'est un État très complexe. Chaque ethnie a sa propre milice. Et le président du Liban, qui a pour tâche de désarmer le Hezbollah, n'arrive pas à le faire. C'est un fait. Malgré tous les encouragements américains, malgré la pression de la part d'Israël, ce qui s'est passé maintenant lors de la rencontre civile à Nakura, ça a été pour empêcher une attaque israélienne. Le Premier ministre libanais l'a avoué. Il a dit qu'il sentait qu'à chaque instant, ça risquait d'arriver. Il fallait donc qu'il fasse quelque chose de diplomatique, une opération politique pour arrêter l'attaque israélienne imminente. Et il ne semble pas que le gouvernement de Joseph Aoun réussisse à démanteler le Hezbollah de ses armes, et on va voir comment l'armée israélienne va réagir. Je pense qu'il n'y aura pas le choix. Et comme à Gaza, personne ne va désarmer le Hamas à Gaza, personne ne va désarmer le Hezbollah au Liban, à part Israël. Et donc, ça doit se faire. Si nous voulons arriver à un accord politique avec le Liban, et beaucoup de voix au Liban sont en faveur d'un accord avec Israël, et je pense qu'ils comprennent bien que les avantages d'un tel accord même si c'est un mémorandum ou un accord général, pas forcément un échange d'ambassadeurs, mais un état de non-belligérance avec une coopération économique est préférable pour eux, vu leur situation économique très difficile, qu'une situation où le Hezbollah continue à les retirer vers une autre guerre. En ce qui concerne la Syrie... Alors justement, je vais vous poser la question. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que Ahmed al-Shara, ancien Djoulani, se rapprochait de l'Occident, va voir Donald Trump, et d'un coup, se rapproche. Qu'est-ce qui lui a été vendu? J'en sais rien. Mais se rapproche des Qataris, se rapproche des frères musulmans, laisse son pays aux Turcs, où on voit cette semaine des images affolantes de composants de guerre électronique de l'armée turque aux mains des soldats syriens. Est-ce que al-Shara est en train de faire un twist ou pas? Ahmad al-Shara contrôle la Syrie sur une toute petite zone, dans la zone de Damas et un petit peu autour. Tout le reste, il n'a pas le contrôle du pays. Comme au Liban, là encore, les Druzes, les Kurdes ont chacun leur propre milice. Il a essayé de les combattre, mais avec l'aide d'Israël, ça n'a pas pu se faire. Et je pense que ce qui mène, c'est pas le président, mais le dirigeant de la Syrie, il n'a pas été élu. Ce qui le mène, donc, c'est sa volonté de s'établir économiquement. Il n'a pas d'argent, il doit payer ses soldats, il doit faire fonctionner le pays, et il se rapproche de tous ceux qui proposent de l'argent, les Américains, les Turcs ou les Qataris. Les Turcs, d'après ce que je sais, ont déjà amené des forces en Syrie, sur le nord, et ce sont des lignes rouges qu'Israël va devoir se fixer, qui sont infranchissables. Nous ne pouvons permettre aux Turcs d'aller vers le sud de la Syrie, vers Damas ou la frontière avec Israël. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La principale, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a eu un verdict de la religion musulmane qui ont dit que le 7 octobre faisait partie des opérations de djihad sacré. Ce n'est pas que le massacre du 7 octobre a été entériné, mais que pour l'avenir, c'était à refaire. Et donc, deux choses sont claires. Tayyip Erdogan et leurs dirigeants sunnites idéologiques, et deuxièmement, il donne liberté d'action aux Turcs dans le nord de la Syrie. Et ça, nous ne pourrons en aucun cas l'accepter. Merci, Amir Noé, colonel de réserve de l'armée israélienne, chef de la coopération opérationnelle entre Israël et les États-Unis. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Hossein Nicole, bonsoir. Vous nous parlez également, ce soir, parce qu'on vient de parler de la Turquie, c'est assez intéressant, d'un vaste réseau financier du Hamas qui a été justement démantelé. Où ça? Comme par hasard, en Turquie.
Oui, Mathias, révélation faite par Tsahal et le Shin Bet, les services de renseignement israéliens, qui ont en effet mis à jour un vaste réseau financier du Hamas, le tout qui opérait directement au cœur de la Turquie, avec à la tête de tout ça, l'Iran. Il y a aussi preuve à l'appui, puisqu'il y a des documents qui ont été saisis justement par l'armée israélienne, des documents où l'on voit la preuve de ce réseau financier, ainsi que l'application de plusieurs hauts responsables de l'organisation terroriste. C'est le porte-parole de Tsahal en arabe qui a révélé en début de semaine sur le compte X de Tsahal, où on voyait certains documents saisis appartenant donc au Hamas. On voit notamment ce qui ressemble à une facture qui montre ce réseau de transfert d'argent clandestin et d'intermédiaires financiers, notamment des Gazaouis exilés en Turquie qui exploitent donc les infrastructures économiques turques afin donc de financer les activités du Hamas. Tsahal qui a aussi identifié 3 figures clés de ce réseau. Il y a notamment Tamer Hassan, haut responsable du ministère des Finances du Hamas en Turquie. Il y a aussi Khalil Farwana, changeur de fonds impliqué dans les transferts, et également Farid Abou Daïr, également courtier financier actif de ce réseau. Tsahal qui assure que tout est donc en coopération totale avec l'Iran, et c'est donc Téhéran qui chapeaute finalement tout ce réseau. Et selon l'armée israélienne et le Shin Bet, ce réseau a été mis à jour, mais c'est qu'une partie infime d'un réseau plus vaste qui est donc par le Hamas en Turquie, avec encore une fois l'Iran qui chapeaute le tout. Ces documents, ils évoquent des centaines de milliers de dollars, mais selon Tsahal, ce n'est qu'une partie finalement de l'iceberg, et ce réseau serait beaucoup plus grand, avec même des sommes bien plus grandes, notamment plusieurs millions de dollars. Oui, effectivement, vous avez raison, Océane. Nicole, sans parler des cryptos, et là, on peut aller chercher énormément et extrêmement loin dans ce financement du terrorisme. Merci d'avoir été dans Défense et ces explications, Océane. Et mon invité également dans Défense, Simplice Dion. Professeur Dion, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président chargé de la planification, de la programmation et des relations extérieures de l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. D'abord, première question, pourquoi votre visite actuellement? On va juste préciser que c'est dans le cadre du ministère des Affaires étrangères et de DiploAct France. Cette visite parce que je suis le vice-président, vous l'avez dit, en charge de la coopération de la plus grande et de la plus prestigieuse université de Côte d'Ivoire. Pour moi, il était important que les relations avec les universités d'Israël puissent aller plus loin. Et donc, les contacts ayant été noués, nous avons été agréablement surpris que quelques semaines après, on nous invite dans ce grand pays pour voir ce qui se fait en matière de recherche et développement, pour voir ce qui se fait en matière d'organisation et de management de l'enseignement supérieur. Et c'était important pour nous d'être là et de voir. Ce qui m'a gêné, professeur Dion, il y a quelques mois de cela, c'est cette manifestation en pleine université de Dakar, Sénégal, où l'ambassadeur israélien a été chassé manu militari, où il y a eu des insultes à l'égard d'Israël, alors qu'il y a une vraie coopération. Et vous parlez d'enseignement, vous parlez de coopération entre le Sénégal, Israël, entre la Côte d'Ivoire et Israël. Est-ce qu'il n'y a pas une déformation, justement, puisque vous êtes spécialiste de l'enseignement, de ce type de relation? Je pense que tout est question de communication et de perception. C'est pourquoi j'interroge cette perception. Elle est due à quoi? Elle est due à beaucoup de choses qu'on raconte, qu'on a toujours dit, beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément vraies. C'est ça qui structure la perception des gens. Mais en réalité, quand on entre dans les rapports réels avec un pays comme Israël, quand on regarde la nature de la coopération, quand, pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne mon pays, la Côte d'Ivoire, on regarde les liens que le père fondateur avait avec cette nation qu'on appelle Israël, avec ses premiers dirigeants, comment Israël a contribué à sa manière au développement de l'agriculture naissante dans mon pays, ça façonne les choses autrement. Et ça fait qu'on n'a pas les mêmes réactions en Côte d'Ivoire qu'on a les mêmes réactions ailleurs. Je regrette justement qu'il y ait cette façon de se comporter, mais justement parce que la perception n'est pas la même. Et il est important qu'en matière de diplomatie, la perception change. Et je suis heureux
que les autorités nous aient invités aujourd'hui pour voir la réalité, toucher les réalités du doigt. Vous avez conscience, professeur Dion, qu'après le 7 octobre, après ce que vous venez de dire, vous allez être qualifié par certains de génocidaires ou de complices du génocide. Est-ce que ce combat peut être mené par des hommes d'académie comme vous? Je veux vous renvoyer à une charte importante pour tout Africain, qu'on appelle la charte du Kouroukan-Foukan, une des premières déclarations des droits de l'homme. Nos ancêtres africains ont dit qu'une vie est une vie, et qu'une vie n'est pas plus importante qu'une autre, et qu'il est important que les hommes soient traités à égalité. Quand des crises surviennent, il n'y a pas à madoniser les uns, à diaboliser les autres, il y a à chercher à comprendre, il y a à chercher la justesse dans la pensée et la justice dans le cœur. Autant ceux qui se plaignent aujourd'hui souffrent, autant il y a un peuple qui s'appelle Israël qui souffre. Les populations souffrent partout. Comment nous faisons pour que la paix revienne et pour que la haine ne nous conduise pas? Voilà le combat que la Côte d'Ivoire mène. Voilà le combat que moi, en tant qu'intellectuel, je mène. Et je dis, faisons en sorte que la paix et la cohésion règnent. Voilà. C'est la journée internationale des droits de l'homme, aujourd'hui. C'est la journée internationale des droits de l'homme. Et on a parfois l'impression que les Noirs africains et les Juifs, de manière générale, ont un combat ensemble à mener contre cette diabolisation, justement, de ces peuples. Comme si certains, d'ailleurs aujourd'hui, certains partis politiques en France disent les droits humains. Comme si les droits de l'homme, comme si les Noirs africains et les Juifs ne faisaient plus partie de cet homme-là. C'est une grave erreur. C'est même une faute de penser ainsi. Toute vie est une vie. Et il faut traiter les hommes comme ils sont parce qu'ils ont une égale dignité qualitative. C'est pourquoi ceux qui aiment cloisonner, ceux qui aiment diviser, ceux qui aiment stigmatiser, je ne crois pas que ça soit la meilleure voie possible. Moi, j'ai fait ma thèse sur un auteur qui s'appelle Spinoza. C'est lui qui m'inspire en tant que philosophe politique. La liberté. Et Spinoza dit que la haine ne peut jamais être bonne. C'est une règle de vie pour moi. J'aimerais revenir peut-être sur la liberté aussi de Spinoza. Mais la liberté d'un peuple est fondamentale parce qu'il nous dit que la fin de l'État, c'est la liberté. On vit dans un État pour être libre. Et il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de liberté si on ne peut pas penser ce qu'on veut aussi. Il n'y a pas de liberté si on ne peut pas coopérer. C'est pourquoi il est important que nous revenions à ces fondamentaux-là. Et les intellectuels africains, et les intellectuels européens, et les intellectuels israéliens sont interpellés pour forger une conscience. Oui, mais lorsque tout ce que l'on dit est automatiquement qualifié de mensonge, lorsque j'annonce une information, lorsqu'on dit que des femmes ont été violées, que des enfants ont été tués, immédiatement, ces propos-là sont qualifiés de mensonges. C'est pourquoi il faut travailler à détruire cette perception. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Nous sommes à l'heure de la manipulation. Y compris en Afrique ? Surtout en Afrique. Parce qu'il y a des gouvernements qui tombent aujourd'hui par le fait de la manipulation. La guerre est communicationnelle d'abord, avant d'être une guerre physique. C'est pourquoi il est important de travailler sur la communication. Et je commence par le premier mot que j'ai utilisé, la perception. Travaillons à changer la perception des gens. Changer la perception, c'est pas un travail qu'on pourra réussir en 2-3 minutes, c'est un travail de longue haleine. Parce que l'erreur, ça s'impose tout de suite. Mais la vérité, ça se construit. C'est une question de temps, de longs moments. Mais il faut qu'on ait le courage d'y aller. C'est important pour moi. Il n'y aura pas un miracle comme ça qui va se faire. J'ai retenu une bonne pensée de quelqu'un que vous devez connaître, le Dr Weizmann. Les miracles se produisent, oui, mais il faut les construire. Ce miracle-là, il faut qu'on puisse le construire patiemment. Est-ce qu'il y a un miracle israélo-africain ? Il peut y en avoir un en termes de défense, en termes de sécurité, en termes de perception, en termes d'enseignement, en termes d'agriculture, tous ces domaines-là. C'est la raison pour laquelle je suis là. C'est la raison pour laquelle beaucoup de présidents d'universités de mon pays sont là. Parce que Israël inspire, sa résilience inspire. Ce qu'Israël représente aujourd'hui, ce que j'ai vu de mes propres yeux, ce n'est plus à la télévision, ce n'est plus dans les journaux, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté,
Il n'y a rien de plus inspiratif que ça. Et quand on veut construire son peuple, on regarde comment d'autres peuples forts se sont construits. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et il y a un miracle qui arrive. Ce miracle, il faut qu'on le construise. Vous pensez que cette résilience-là, elle peut s'exporter dans le continent nord-africain qui a trop subi, malheureusement, de guerres, aujourd'hui, encore une fois, au Mali, au Nigeria et dans d'autres peuples, dans d'autres pays? Elle peut, mais elle doit c'est ça. s'exporter. Elle doit s'exporter. C'est pourquoi il faut aller au contact. Quand on n'est pas au contact, on est victime des préjugés et des a priori. Nous sommes ici pour être au contact. Nous avons vu et nous avons compris. Nous serons plus éloquents lorsque nous parlerons de la réalité d'Israël et de l'Afrique, lorsque nous parlerons et lorsque nous jugerons. Merci, professeur Bion, d'avoir été... C'est à moi de vous dire merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette première partie de Défense. Bien évidemment, restez avec nous. On revient dans quelques minutes pour la deuxième partie. Restez avec nous. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulances, unités mobiles, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Time, love is in the air, need you more than ever. Snow keeps snowing, the wind keeps blowing, but we'll be snug and so warm. And we wish you Merry Christmas, it's Christmas time at last. Le cadeau qu'on rêve tous d'avoir dans notre petit soulier est chez SFR. SFR, on s'engage pour vous. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël. À partir de 99 shekels par mois, en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Jourdain à la mer, un État juif, un État arabe ou les deux? Ça se débat. Génocide, apartheid, terrorisme d'État. Israël accusé de tous les maux, ça aussi, ça se débat. Les Juifs bientôt chassés d'Europe? Sujet sensible, mais ça se débat. Ici, on ne bavarde pas, on s'affronte, on se confronte. Ça se débat du lundi au jeudi en direct sur i24 News. Et si vous n'êtes pas d'accord, venez en débattre.
Chaque semaine, retrouvez le meilleur des 4 chaînes réunis dans une seule émission. Le point d'abord en image. More details in this report. Un regard original au croisement des langues et des cultures. Le magazine de la rédaction, c'est le meilleur d'i24 News, sélectionné pour vous. Tous les jeudis sur i24 News. De retour dans Défense pour la deuxième partie. Le 7 octobre 2023, le sergent-chef Oz Daniel était âgé à peine de 19 ans, du 77e bataillon de la 7e brigade du corps des blindés mécanisés, a été tué au combat. Son corps a été emporté à Gaza au moment où il luttait justement pour ne pas être pris vivant par des terroristes qui prenaient d'assaut son char le 2 novembre dernier. Son corps a été restitué à Israël, où il a pu être enterré à Kfar Saba. Son portrait d'abord avec Océane Nicole. Reste avec nous parce que il y a l'entretien de son père, la première fois que son père va s'exprimer à la presse depuis que le corps de son fils a été ramené en terre. Le matin du 7 octobre 2023, Oz Daniel est en poste avec ses camarades au poste militaire appelé Maison Blanche entre le kibbutz Nir Oz et le kibbutz Nérim. Lorsque les terroristes commencent leur assaut, il monte dans le char avec son commandant, le capitaine Omer Neutra, ainsi qu'avec Shaket Dahan et Nimrod Cohen. Leur char est alors attaqué par des terroristes du Hamas qui lancent des RPG et des engins explosifs. Oz Daniel est grièvement blessé. Il tente de s'emparer d'une grenade sur l'un des terroristes avant d'être abattu par les hommes du Hamas. Son corps, ainsi que celui de Omer Neutra et Shaket Dahan, est emmené dans la bande de Gaza. Nimrod Cohen est lui kidnappé vivant. La famille de Oz Daniel reste sans nouvelles pendant plusieurs mois et c'est seulement en février 2024 que l'armée israélienne confirme le décès du soldat israélien. Sa famille organise ses funérailles à Kfar Saba où l'uniforme et la civière maculée de sang de Oz est enterrée. Le 2 novembre dernier, soit 758 jours après le 7 octobre, le corps de Oz Daniel est restitué à Israël par le Hamas. Oz avait 19 ans. Né à Beersheva, il déménage en CE2 à Kfar Saba où il commence à apprendre la guitare. La musique devient alors sa passion. Oz avait même un rêve, vivre d'une carrière musicale. Amir Daniel, merci de nous accorder cet entretien exclusif pour i24 News. Vous auriez dû être en plateau avec moi pour des raisons météorologiques. Il y a une tempête en Israël, malheureusement. Vous ne pouvez pas être là. Vous avez quand même tenu à accepter mon invitation et à l'honorer. Et d'abord, pour moi, je vous remercie parce que aujourd'hui, c'est important aussi de donner la parole à ces pères et mères qui ont enterré les leurs après tant de mois. Et vous avez respecté votre parole. Donc tout d'abord, Amir Daniel, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment s'est passée cette nuit où il y a ce téléphone qui sonne et on vous dit « c'est votre fils, il est là ». En fait, ça a commencé le même jour à midi où les renseignements nous ont contactés et un officier, des officiers responsables sont venus chez nous à la maison et tout cela pour nous préparer qu'apparemment il y avait de bonnes chances que Oz était parmi ceux qui allaient rentrer. Oz est arrivé avec Omer Neutra et Framami et comme malheureusement jusqu'à ce que les choses ne soient pas vérifiées avec certitude, on ne peut pas vous assurer que c'est... Et donc, on a eu l'annonce que ça allait arriver. Et puis, l'officier du renseignement qui était auprès de nous recevait constamment des messages, des mises à jour du terrain, jusqu'à ce que, rapidement, à peu près une heure après l'arrivée des corps, on nous a dit qu'on avait une identification certaine. À ce moment-là, il se passe quoi? Parce que vous saviez bien évidemment que votre fils avait été tué, avait été assassiné.
mais à ce moment-là, de vous dire qu'il n'est plus dans l'enfer de Gaza, mais qu'il est rentré chez lui, dans sa dernière demeure. Est-ce que c'est un soulagement? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? C'est difficile de décrire les sentiments parce que c'est tout un ensemble de sentiments. C'est quelque chose que vous attendiez avec tant d'impatience. Vous saviez qu'il fallait que ça arrive, que tous enfin soient ramenés pour être inhumés en terre d'Israël. Et certaines pas imaginer une situation où que les corps restent en terre ennemie. Mais en fin de compte, toute cette réalité, toute cette horreur que nous avons vécue pendant plus de 2 ans est aussi une mission et un voyage qui vous maintient constamment en alerte, en tension. Et quand ça se termine, de beaucoup de points de vue, malgré un résultat, et rien ne va de soi dans ces domaines, on sait que ça n'allait pas de soi, qu'on nous les ramène, et il y a encore un Gvili qui doit rentrer. Mais de beaucoup de points de vue, la réalité devient tout à coup beaucoup plus dure, parce que vous ne pouvez plus fuir, parce que pendant que vous attendez, vous avez Oz sous les yeux, et puis tout à coup, c'est définitif, c'est fini. Et donc, ça devient beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. En fait, c'est plus difficile que facile. Et bien sûr, le lendemain, nous avons été au camp Shura pour l'identifier. On ne peut rien identifier, évidemment, au stade où nous avons récupéré le corps, mais on a pu au moins être là. C'est ce que j'allais vous poser comme... Enfin, je ne peux même pas vous poser la question parce qu'elle n'est pas pudique, mais le processus d'identification est aussi une vraie épreuve pour les parents, sans rentrer dans les détails, bien évidemment. Oui, c'est un des moments les plus, ou peut-être le plus atroce, c'est d'aller au camp de Shura. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez ne pas le faire. Vous pouvez le faire au moment de l'enterrement. Et nous avons décidé, avec notre fille Hadar, qui est la sœur jumelle de Oz, on a décidé la veille d'aller là-bas pour séparer cet instant de l'enterrement. Et donc on est allé là-bas pour retrouver Oz. Ça a été très très dur, très plein d'émotions, et encore une fois, il faut dire que, comme toujours, tous ceux qui œuvrent, qui font vraiment un travail sacré. Une mission, c'est invraisemblable. Comment est-ce que des êtres humains fassent des choses aussi terribles, avec tant de sensibilité, avec tant d'attention, et qui accompagnent les familles de manière extraordinaire pour essayer de soulager, tant que faire se peut, la souffrance dans ces instants affreux. Vous me disiez, lors de notre précédent entretien, vous étiez à mes côtés, où vous attendiez bien évidemment la dépouille de votre fils, que vous aviez une relation presque plus que charnelle. C'est-à-dire qu'il était là, il était avec vous. Est-ce que depuis qu'il a été mis en terre, il y a une sorte de reconstruction personnelle qui est la vôtre? Est-ce que vous y arrivez? En fait, c'est encore très récent. Et je parle toujours de passage de conscience, changer de la situation de conscience d'otage qui est censé être en vie, et puis 4 mois et demi après, apprendre qu'il est otage mais mort, et ensuite un otage qui est donc un corps, et puis ensuite, quand il est revenu pour être inhumé, et donc quand il faut mettre en place l'enterrement et la pierre tombale. Un détail, par exemple, que je peux raconter au moment de l'enterrement, d'Hadar Goldin, qui est rentré 11 ans après avoir été enlevé, 11 ans et demi, eh bien, c'est
très proche de Oz. Et on était, en fait, toutes les familles ont enterré leurs proches otages dans la même zone, dans le même carré du cimetière pour qu'on puisse être ensemble. Et donc, moi, je me suis levée et j'ai regardé la pierre tombale quelques jours après l'avoir enterrée et qu'on avait ramené et mis en place la pierre tombale. Et je me suis demandé, et maintenant, on dit toujours que on passe à côté du cimetière sans y faire attention, puisqu'il n'y a personne là-bas. Et en réalité, il y a des choses. Et maintenant, il y est. Et je me dis, quelle est la différence? Et qu'est-ce que je ne sens ou ne sens pas? Je ne sais pas comment vous dire. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas, en fait, vraiment comprendre, intégrer, faire ce passage d'une situation à une autre, d'un statut à l'autre. Et que tout se mette en place. Et donc, vous êtes dans un espèce de brouillard assez informe depuis, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, avec tous ces otages décédés qui sont rentrés. On a été encore à des enterrements et on a été présenté nos condoléances. Et donc, vous êtes là et vous n'êtes pas seul à vivre ces choses. Et les otages qui sont, heureusement, en majorité maintenant, rentrés. Et il reste encore Ran Gouili qui doit rentrer. Justement. Alors, vous ne restez pas encore complètement libre de vraiment faire votre deuil encore. Justement, Amir Daniel, c'est important parce que ce que vous dites, c'est que une sorte d'union dans la peine, union dans la crainte, union dans l'attente. Si vous aviez un mot à dire à cette famille, à la famille de Ran Gouili, on sait que le djihad islamique ment, que le Hamas ment, qu'ils savent exactement où il est, et perdure cette guerre psychologique à ces pauvres parents qui attendent inlassablement la dépouille de leur fils. Oui, eh bien, nous sommes d'abord, malheureusement, dans une proximité de destinée entre toutes les familles, et bien sûr avec la famille Gvili que nous connaissons personnellement. Et nous savons très bien, nous, les familles, sommes à leur côté. Et évidemment, jusqu'à ce qu'ils soient ramenés, il n'y a pas mieux que nous pour comprendre ce qu'ils vivent. Ils ne sont pas seuls dans cette horreur. Et je peux dire en leur nom et en notre nom à tous que nous avons toujours senti que toute la population est à nos côtés. Ce n'est pas que quand les 20 otages vivants sont rentrés, on était restés seuls. Non, on a toujours senti que toute la population nous soutient, est à nos côtés, est auprès de nous et fait tout ce qu'il peut. La population fait tout ce qu'elle peut pour continuer à mener ce combat et nous sommes sûrs qu'il va rentrer et nous espérons juste que ça arrivera rapidement pour que ça ne dure pas encore trop longtemps. Je suis bien conscient que l'on fait beaucoup de choses en coulisses qu'on ne raconte pas et je veux croire et je crois, comme je l'ai toujours dit, je suis parmi les optimistes qui ont toujours dit qu'ils vont tous rentrer et ils vont tous rentrer et j'espère que ça arrivera vite. Amir Daniel, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je le fais très rarement, je ne parle jamais des à côté de ces entretiens, mais je dois vous saluer d'abord pour votre courage, pour votre abnégation, pour votre pudeur. Vous avez fait preuve toujours, lorsqu'on a discuté hors antenne, lorsqu'on a préparé cet entretien, vous avez toujours fait preuve de pudeur. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Et je vous remercie personnellement. Merci beaucoup. Merci à tous. Je souhaite bien évidemment à toute votre famille, bien évidemment, de se reconstruire. Et la page ne peut jamais être tournée, mais au moins d'aller de l'avant. Difficile enchaînement, Shani Gdelia, vous êtes toujours avec nous parce que vous signez ce sujet. On en parle, on vient d'en parler, bien évidemment, de cet état d'esprit israélien, ou plutôt de la conférence de renforcement de l'esprit israélien. Ça s'est passé à Ma'ale Adumim. Regardez le sujet que Shani Gdelia vous signe. À Ma'ale Adumim, une salle remplie de familles, de responsables publics, de réservistes, d'artistes, mais surtout de jeunes qui s'apprêtent à débuter leur service militaire.
Tous réunis pour la 2e édition de Boé Harouach. En français, ceux qui incarnent l'esprit. Un nom qui dit l'essentiel de l'esprit israélien, l'unité et la résilience. Et autour de cette soirée, la volonté d'honorer la mémoire de 3 soldats tombés au combat. Yakir Tetelbaum, Elon Weiss et Omer Van Gelder. Pour cette 2e édition, un message fort adressé par le président israélien dans une déclaration enregistrée. Cette conférence est née d'un moment précis, le moment où les jeunes d'Israël ont vu ou entendu que des proches, des amis, des enseignants sont tombés en combat, ou ont été blessés ou sont en première ligne. Ils ont décidé de s'engager pour réparer, pour reconstruire. Puisse l'esprit que vous apportez aujourd'hui continuer à nous porter tous vers un avenir meilleur. Allez de l'avant, réussissez et soyez bénis. Au centre de la soirée, les familles de soldats tombés. Parmi elles, la mère d'Omer Van Gelder, une parole à la fois intime, touchante et qui traduit un sentiment commun, le sentiment de chaque mère ayant perdu un enfant à la guerre. En même temps, je suis heureuse, fière et brisée, dévastée mais entière. Et peut-être que cette histoire n'est pas seulement la mienne, mais celle du peuple israélien tout entier. Des mots simples, une émotion contenue. Pour ces jeunes qui s'apprêtent à rejoindre les rangs de Tsahal, il s'agira de poursuivre l'engagement de ceux qui sont tombés au combat. Et pour leurs aînés, le message central qu'ils véhiculent est celui de la responsabilité. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous avons le droit et même le devoir de débattre. C'est la culture du peuple juif, avancer à travers la discussion. Mais il nous est interdit de briser l'unité du pays. Tout au long de la soirée, la musique accompagne les mots et les témoignages, notamment celle de Ravi Kaner, qui a servi au sein de l'unité d'élite Egos pendant l'opération Bordure Protectrice. Pour la municipalité, accueillir cette conférence, c'est mettre en avant les valeurs et la transmission. Un choix clair et affirmé pour le maire de la ville. Je suis très heureux qu'ici, à Ma'ale Adumim, on organise une conférence comme celle-ci. Une conférence pour renforcer l'esprit du peuple israélien, pour veiller à ce que la chaîne des générations se poursuive autour des mêmes valeurs et du même niveau d'exigence et d'excellence. Au centre culturel de Ma'ale Adumim, le temps d'une soirée, l'esprit israélien est venu. Boé Harouach n'est pas seulement un nom, c'est un appel. L'appel à rester unis et à faire vivre la mémoire dans les actes. Et mon invité de cette semaine, Eliaou Nezlobin, il est soldat réserviste dans les commandos Golani, mais surtout organisateur de cette conférence sur l'état d'esprit israélien. D'ailleurs, j'ai une question. L'état d'esprit israélien, c'est en temps normal ou en temps de guerre ? Dans le peuple d'Israël, il y a un lien qui est proche et intégré entre l'esprit du combat et l'esprit civil, l'esprit du quotidien. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, différemment de tout autre État au monde, je pense, les soldats ne sont pas des mercenaires qui sont sur leur base et se battent dans d'autres continents. Ils viennent du peuple, l'armée du peuple israélien et l'armée du peuple. Ils rentrent chez eux, les soldats, et amènent leurs enfants à l'école. C'est des jeunes de 20-21 ans qui rentrent chez eux une fois par mois et qui sortent avec leurs amis au café. Ce ne sont pas des gens qui partent pour un an loin de chez eux. Et en particulier, les réservistes vivent l'armée au quotidien. Et moi, en tant qu'étudiant qui a fait des réserves, j'étudiais tout en faisant mes réserves. Et j'ouvrais mon ordinateur et j'ouvrais mes livres et j'étudiais. Et donc, la vie quotidienne et l'armée sont intégrées et combinées. Mais comment en êtes-vous arrivé à la conclusion qu'à un si jeune âge, je rappelle que vous sortez de plus d'1 an et demi de période de réserve en tant que commando Golani, vous vous dites « je dois organiser ce colloque ». D'abord, il y a 1 an et demi, nos camarades ici à Ma'ale Adumim, où j'habite, nous avons perdu en 2 semaines notre maître de l'école, le rabbin Elon Weiss, qui est tombé à 49 ans. Il était déjà grand-père d'une petite fille. Et 2 semaines après lui, un ami qui étudiait avec nous à l'école, Yakir Tetelbaum, qui est tombé un instant avant ses 22 ans. Tous ces amis, nous avons été en état de choc. On était très tristes et on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire en leur mémoire.
voir, pour changer les choses. Et on a remarqué, comme vous l'avez dit auparavant, en fin de compte, les éléments qui ont des intérêts à porter atteinte à l'État d'Israël atteignent les citoyens, les soldats par les citoyens. Ils créent à l'arrière une atmosphère de tristesse, de désespoir. Et donc on s'est dit que ce qu'il fallait faire, c'est remonter le moral aux gens chez eux, pour que les gens relèvent la tête, qu'ils soient fiers de leur peuple, de leur terre, de leur histoire, de ce que nous faisons. Et cela a influencé directement le succès sur le champ de bataille, parce que le lien avec les soldats crée cette relation. C'est très simple. C'est pour cela que vous avez invité avant tout les jeunes qui vont bientôt s'engager à l'armée ? D'abord, on a convié les prochains soldats, les jeunes, les adultes. On a convié toutes les populations et on a adapté le contenu à leur... et donc les jeunes de 18 ans, par exemple, ou les qui seront les prochains officiers, les adultes de 40, 50 ans, dont les enfants rentrent à l'armée, qui seront ceux qui devront apporter le soutien et l'aide dans les moments difficiles. Bref, en Israël, tout le peuple est le front, du plus jeune avec son père qui est à l'armée et qui va à l'école et qui doit apprendre à lire et à écrire et être heureux, et la grand-mère de 80 ans qui a 10 petits-enfants à l'armée et qui doit tenir le coup mentalement. Voilà, tous sont à l'armée. Mais à 23 ans, après 1 an et demi de réserve, où vous avez risqué votre propre vie, vous vous lancez un tel défi qui vous met aussi en danger financièrement. Je suis né chez des parents qui sont arrivés de l'ex-URSS. Ils ont grandi en Russie. Et étant fils de nouveaux immigrants, je sais le goût de la diaspora. Je sais ce que c'est être en exil, d'être blessé, de savoir quand vous êtes un étranger et si on vous met en prison et qu'on vous poursuit et qu'on vous persécute. Et les gens pensent qu'ici, ça ne peut pas arriver. Eh bien, je pense que le 7 octobre, on a bien compris que ça pouvait arriver et comment. Et on a tout à coup compris que ce qu'ont vécu nos frères, 2000 ans de diaspora. Et donc, qu'on ait 23 ans ou qu'on soit réserviste, peu importe ce que nous faisons, chacun dans ces moments difficiles doit faire le maximum et être là. Parce que si nous ne savons pas nous unir en un seul point pour être dans les moments difficiles, on ne survivra pas. Ici et à l'étranger, depuis le 7 octobre, il y a une nette montée de l'antisémitisme. C'est ça aussi l'état d'esprit israélien ? Je pense que l'État d'Israël est engagé aussi à la sécurité des Juifs de l'étranger. J'ai beaucoup de familles à l'étranger et nous appelons tous à venir en Israël et vivre avec nous ici en Israël et nous aider, nous soutenir. Mais les Juifs qui vivent à l'étranger sont notre responsabilité. Et Israël est le fer de lance, l'éclaireur qui marche devant le peuple juif. Nous sommes les premiers, mais tout le peuple juif dans le monde entier dépend de l'État d'Israël. Comment faites-vous pour convaincre cette jeune génération de s'engager alors qu'ils connaissent les risques en période de guerre ? C'est ça aussi l'objectif de ce colloque ? Je ne pense pas que je doive convaincre quiconque, que les gens le savent. La jeune génération, avec tout ce qu'on a vécu, on disait de nous qu'on était la génération du TikTok. C'est une génération super intelligente, super dans l'actualité. Ils savent ce qui se passe, ils ont des valeurs extraordinaires. Et ce que je fais, ce n'est pas les convaincre, mais les aider à découvrir cela et les guider pour réaliser tout cela, toutes ces valeurs, tout ce sentiment que nous avons pour le promouvoir, les aider pour leur dire comment ils peuvent faire les choses, qu'est-ce qu'ils auront comme défi à relever, quelles solutions ils peuvent trouver à ces défis. C'est ce que je peux faire et je pense que la conférence le fait très bien. Si vous aviez un mot pour définir ceux qui sont tombés, pour qui vous avez organisé ce colloque ? Je pense que le dénominateur commun, c'est le don. Des gens qui voyaient les autres avant eux-mêmes, bien avant tout. Avant de voir les autres, ils se voyaient les autres avant tout, à l'école, à l'armée. Et quand ils ne savaient pas quoi faire pour aider, ils aidaient quand même. Aider les autres, aider le prochain, même pour des petites choses, pas toujours des grandes choses. Un petit coup de main, un petit soutien, un petit mot. Eh bien, c'était la chose la plus importante. C'était des bénévoles, des volontaires dans des associations, le rabbin Elon,
Ashkelon, il était dans l'association Yedidim qui aidait les gens qui avaient des problèmes en route gratuitement. Je ne sais pas si ça existe ailleurs au monde, ce type de volontariat. Yakir était formateur de jeunes et Omer, qui est tombé plus tard, un autre ami, il était volontaire au Magen David Adom pour l'aide en urgence. Donc, c'est pas seulement la mort était leur fin, mais toute leur vie a été des vies complètes d'aide et de soutien. Dernière question. Un commando reste toute sa vie un commando. Mais je ressens aussi cette tristesse que vous ne voulez pas dévoiler. Comment faites-vous pour combiner cette assurance, cette confiance en vous et cette tristesse d'avoir perdu autant d'amis? Malheureusement, comme je l'ai dit, j'ai perdu plusieurs amis pendant mon service aussi, dans le commando, malheureusement dans la Sayeret, et je ne cache pas ma tristesse. Cette tristesse m'accompagne chaque jour. Il n'y a pas de jour où je ne pense pas à eux, où je ne regarde pas leurs photographies, où je ne repense pas à nos conversations sur WhatsApp, et il me manque. Mais ce qu'il faut faire, c'est prendre cette tristesse pour agir, prendre cette pente pour remonter. On n'a pas le temps de pleurer, d'être désespéré, de baisser la tête. C'est pas ce qu'ils auraient voulu. C'est pas ce qu'ils voudraient. Il faut relever la tête, avancer, continuer à progresser. On n'a pas le choix. Ou on doit être fort, ou on risque de perdre. C'est ce que je vous souhaite. Merci, Eliaou Neslo. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Défense. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et n'oubliez pas l'adage, soyez en sécurité dans le monde de la défense. Très bonne semaine à vous.